Alors, on va donc poursuivre à travers, avec ce séminaire, cet échange que nous aurons autour de cette question du tremblement, mais qu'on va, comment dire, dévier un peu sur ce qui a été dit à la fin de la leçon, le tremblement dans ce rapport d'aller-retour autour d'un point fixe, et on va le regarder du point de vue du temps, et du point de vue de l'oracle aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand on est dans un événement historique, au moment où ça arrive, par exemple là en ce moment, on pourrait dire que nous sommes dans une bascule qui nous affecte tous, mais à la fois on en est affecté et on essaye de l'analyser, nous essayons de la comprendre en direct, alors qu'elle est en train d'arriver, sans qu'on puisse savoir ce qu'elle va signifier pour l'avenir, même pour les 2 prochaines semaines ou pour les 6 prochaines semaines. En fait, il y a quelque chose comme ça où on sait qu'on est dans une bascule historique, mais on est dedans. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on la regarde finalement? Comment est-ce que cette bascule dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sera regardée dans 200 ans? Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est de regarder a posteriori l'événement historique et de le comprendre à la fois pour les contemporains qui l'ont vécu et pour nous qui le regardons? Comment est-ce qu'on le réfléchit, on le pense? Donc comment est-ce qu'on regarde l'histoire? Je ne veux pas dire le passé, je veux dire l'histoire, comment on la regarde, et avec quels yeux, et une sorte d'oracle à l'envers, on va dire. Et en lien avec ce tremblement, donc ça c'est la main qui va comme ça dépend si vous êtes français ou arabe, parce que quand vous lisez de droite à gauche, le centre, peu importe. Mais bon, quand vous allez vers un endroit et puis finalement vous repassez par le point fixe qui est du présent pour aller à l'autre bout qui est l'avenir en fait. Et là aussi, du point de vue de l'avenir et l'avenir commun, notre avenir à nous tous, qui est l'avenir. Jusqu'à présent, par exemple, quand vous regardiez une tragédie comme Oedipe, la peste s'abattait sur Thèbes, mais ça ne touchait que Thèbes. Donc Thèbes était en effusion, ça ne touchait que Thèbes. Mais aujourd'hui, ce qui s'abat, ce qui peut s'abattre, ce qui est en train de voilà, cette question du climat, c'est pas que Thèbes, c'est la planète au complet. Donc comment est-ce qu'on regarde, comment on se projette dans un avenir comme celui-là, et surtout comment est-ce qu'on peut faire dialoguer ce regard vers l'avenir et ce regard vers l'histoire du point de vue de l'oracle. Aujourd'hui, l'oracle, ce ne sont pas des pythis qui ont des crises d'épilepsie, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs, ce sont aussi, d'une certaine manière, des anthropologues qui vont voir comment vivent des populations dans différentes parties du monde. Ce sont parfois des entomologues qui nous racontent la disparition des insectes. Ce sont donc, c'est pas des crises d'épilepsie, c'est pas des rêves qui apparaissent aux yeux d'Abraham, c'est des recherches scientifiques, c'est quelque chose de rationnel. Comment est-ce que notre époque regarde ces oracles-là? Pourquoi avons-nous l'impression d'avoir de la difficulté à les entendre? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'écouter un oracle aujourd'hui? Et puis, je reviens un peu à cette question. Si pour les chrétiens, il était possible voilà, repentez-vous avant qu'il soit trop tard, alors que les Grecs disaient, oh, de toute façon, il n'écoutera pas, donc on va le pousser pour qu'il aille le plus vite possible au point de démesure. La pièce Ajax de Sophocle est en soi un exemple parfait. Ajax est poussé à la démesure jusqu'au moment où il voit sa démesure, et là, il se tue, il tombe. Parce que les dieux ne pensaient pas que c'est possible qu'un mortel puisse entendre. On a beau lui hurler à l'oreille, ça va mal se passer, il continue. Donc autant qu'il continue le plus vite possible pour que ça se passe le plus rapidement possible. Donc sommes-nous, du point de vue, voilà, est-ce qu'on peut se repentir encore, ou alors au fond non. Alors c'est un peu radical comme question, mais je les lance comme ça pour ouvrir en fait ce séminaire. Donc je vous présente
Patrick Boucheron, que bon, ici vous le connaissez puisqu'il est professeur au Collège de France, historien et médiéviste. Et puis Jean Jouzel, qui est climatologue, qui nous fait vraiment le très grand plaisir d'être avec nous. Et donc vous voyez, entre l'historien et le climatologue, c'est cette question de l'histoire et de l'avenir qu'on va essayer d'entendre et d'écouter. Voilà, il y aura une petite période de questions vers la fin. Alors, on va commencer par donner la parole à l'oracle de l'avenir, donc à Jean. Si tu veux bien, tu peux évidemment partir de ce que j'ai dit, mais tu peux partir sur toute autre chose, si tu as envie de dire autre chose. Voilà, la parole est à toi. Merci Wajdi, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. En fait, je vais m'inscrire dans ce que tu as dit parce que c'est ce qui m'a intéressé toute ma carrière de chercheur. Donc je m'intéresse à l'évolution de notre climat. Et vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est en quoi étudier les variations climatiques du passé, essayer d'en comprendre les mécanismes, nous est utile pour mieux appréhender l'évolution future de notre climat. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre le passé et le futur de notre climat, en oubliant un peu aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est-à-dire que, voilà, ces conséquences du réchauffement climatique, elles sont déjà là, ça c'est tellement évident, mais surtout, nous sommes effectivement à un tournant du point de vue géopolitique, et je me permets d'évoquer un autre film, Don't Look Up. C'est aussi donc un film qui est sorti il y a 4 ans avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et donc, c'est aussi l'histoire d'une comète qui nous arrive sur la Terre. Mais en fait, derrière, c'est quand même le déni climatique qui est là. Bien sûr, les scientifiques sont là, un chercheur, sa doctorante, qui disent cette comète, elle va détruire la planète. Et puis, les technocrates, disent qu'il y a des solutions. En fait, il n'y en a pas, évidemment. Il n'y en a pas de raisonnable, sauf... voilà, et c'est ce problème. Et ce qu'il y a au cœur de ce film, c'est aussi une présidente des États-Unis qui est sous la coupe. C'est assez terrible parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, qui est sous la coupe de la haute technologie. C'est quand même cela qui est... Donc ce film, j'espère qu'il n'est pas trop prémonitoire parce que, voilà, nous sommes actuellement dans l'inaction. C'est assez terrible de voir que des mots comme changement climatique sont bannis des sites du gouvernement américain. Voilà, donc on en reparlera, mais peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé quand même, il faut que je vous le dise. Donc, voilà, il y a le passé. Il y a différentes façons de reconstruire les climats du passé. Et je ne peux pas ne pas mentionner, j'étais très ami avec lui, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été très longtemps dans cette maison et qui s'intéressait à la période récente à travers les témoignages directs, je dirais. Mais voilà, si on veut aller un peu plus loin, il y a quand même des témoignages directs. On peut remonter quand même à quelques milliers d'années, mais pas beaucoup plus. Et encore, enfin, disons, derrière, Emmanuel s'est rendu célèbre en reconstituant le climat du dernier millénaire. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, eh bien, il faut faire appel à d'autres archives. Et bon, ceux qui suivent le cours ici, ou les leçons d'Édouard Barre en sont extrêmement conscients. Donc, et pour ce qui me concerne, je me suis intéressé, disons, à ce que l'on peut apprendre à partir de l'analyse des glaces polaires, du Groenland et de l'Antarctique. Alors j'ai eu un maître, Claude Lorius. Moi, donc j'ai commencé ma thèse dans les années en 68, donc il y a assez longtemps, au CEA. J'y suis toujours d'ailleurs comme directeur de recherche émérite dans un laboratoire qui est à Saclay. Mais disons, beaucoup de collaboration avec Claude Lorius et son équipe qu'il avait depuis, puisqu'il est décédé il y a 2 ans, installé à Grenoble. Et voilà, ces glaces polaires, on comprend bien la mécanique de l'archive. La neige tombe à la surface, elle s'enfonce sous son propre poids, ça fait de la glace, et plus on s'enfonce, eh bien, plus on va remonter loin dans le temps. Voilà, donc, l'analyse de la glace, de ce qu'elle contient, nous permet de reconstituer les variations de la température, des variations de l'accumulation, des variations de l'activité solaire. Il y a beaucoup de choses, énormément. Et donc,
on a beaucoup de chance, on est effectivement, grâce à Claude Lorius, donc ces forages, si on revient dans les années 80, c'est la première fois que, disons, donc il y a les grandes calottes glaciaires, hein, c'est plus de 3 km de glace, aussi bien au Groenland qu'en Antarctique. Hein, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Au départ, ça commence le premier forage dans les années 60, et dans les années 70, il y a un forage français qui remonte à 40 000 ans. Mais on a le premier forage qui couvre un cycle climatique complet, c'est-à-dire l'ensemble de la dernière période glaciaire et la période chaude précédente. Eh bien, il est réalisé par des soviétiques à la station de Vostok. Et c'est grâce à Claude Lorius qu'on a accès à ces échantillons. Voilà, donc on est dans les années 80, période c'est la guerre froide, mais les Américains et les Soviétiques, et nous collaborons avec toutes ces équipes. Et donc de notre côté, à Saclay, nous reconstruisons à travers l'analyse de la glace les variations de température. Et mes collègues grenoblois, Jean-Marc Barnola à l'époque, Dominique Reynaud, l'équipe de Claude Lorius, puis Jérôme Chaplaz, sont les premiers à être capables, disons, d'analyser la composition de l'atmosphère à partir de petites bulles d'air qu'ils extraient de la glace. Et là, effectivement, c'est la première fois où on montre que sur notre planète, eh bien, il y a l'effet de serre, disons, les variations de gaz carbonique et de méthane ont joué un rôle dans l'évolution de notre climat. Donc, évidemment, on pense tout de suite au futur, puisque les modélisateurs du climat, donc on est au rapport Charnay en 1979, nous disent que si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien, nous aurons des réchauffements importants. En gros, ils anticipent des réchauffements de l'ordre de 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. On en est toujours là. Donc, ma carrière a toujours été... Donc, c'est un premier exemple où on comprend bien que regarder vers le passé nous apprend des choses pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Je tiens quand même à dire que, disons, les grands cycles glaciaires et interglaciaires, c'est lié avant tout à la position de la Terre sur son orbite, mais voilà, on montre que la composition de l'atmosphère a joué aussi un rôle. Un deuxième exemple, je ne vais pas être trop long, un deuxième exemple, eh bien, c'est aussi quelques années plus tard, début des années 90, eh bien, on nous apprenait que le climat avait toujours varié. Bon, déjà, ça avait été difficilement accepté au XIXe siècle, hein, que le climat avait varié dans le passé. Hein, disons, les premiers chercheurs qui avaient pensé qu'il pouvait y avoir des aires glaciaires ont été vraiment... ça n'a pas été très simple, disons, de mettre en avant cette idée. Mais moi, on m'apprenait, quand j'ai commencé, que le climat, oui, certes, il avait varié, mais de façon très lente. Et en fait, on découvre disons, mes collègues aussi océanographes découvrent que eh bien, il peut y avoir des variations extrêmement rapides de notre climat. Dans les glaces du Groenland, on met en évidence, et j'ai eu la chance aussi d'y être associé, des variations climatiques extrêmement rapides. On est en 92, et c'est, disons, des changements alors qui sont plus locaux cette fois, pas à l'échelle planétaire, mais à l'échelle ici, ça a joué un rôle, ces variations climatiques rapides en Europe de l'Ouest, mais au Groenland, par exemple, il y a pu y avoir des variations d'une dizaine de degrés en une décennie. Hein, donc voilà, c'est lié à des changements possibles de circulation atmosphérique, de circulation océanique surtout, et ça interroge évidemment, et c'est là le lien avec le futur, sur la stabilité de notre climat dans un contexte de réchauffement climatique. Donc voilà, c'est toujours ça qui m'a intéressé. Et en fait, bon voilà, peut-être ai-je oublié un peu le climat d'aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, eh bien voilà, c'est un peu anecdotique, mais quand j'étais jeune, je me disais, j'aimerais bien vivre jusqu'à ce qu'on perçoive la réalité du réchauffement climatique, parce que j'étais persuadé de cette réalité. J'avais pensé que, disons, ce serait plutôt vers 2030. Et voilà, on aperçoit déjà la réalité de ce réchauffement climatique et de ses conséquences. On peut évoquer évidemment les inondations à Valence, les extrêmes climatiques, les grands incendies en Californie, ou bien les cyclones qu'on a connus, Garance, Chilo, les pluies hivernales, les inondations, y compris dans ma Bretagne natale. Voilà, mais bien sûr, il y a toujours eu des événements extrêmes, mais il est clair que ce que nous
prévoyons collectivement, notre communauté, que ces événements extrêmes allaient devenir plus intenses, plus fréquents, disons, se concrétisent. C'est très clair, c'est cela dont on parle. Alors, il y a cela, il y a cette réalité du réchauffement climatique qui nous éclate à la figure. Disons, ce qu'on vit aujourd'hui ne sont que les prémices de ce que vivront les jeunes d'aujourd'hui si on ne fait rien pour lutter contre ce réchauffement climatique. Et malheureusement, disons, on n'est quand même pas dans un avenir très, très, très porteur par rapport à cela. Bon, l'accord de Paris est là, mais il est bafoué par, disons, la première puissance mondiale actuellement. Et voilà, c'est quand même assez terrible. Et ce qui est plus terrible et tout, et j'en terminerai là pour ne pas être trop long, mais vraiment ce qui est plus terrible, c'est que, et on voit bien cette mécanique, ce risque que la technocratie prenne le pas. C'est-à-dire, on va parler de géo-ingénierie, disons, ce qui se pointe à l'horizon. Donc, si vous voulez, on a deux piliers actuellement en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Il faut absolument diminuer nos émissions de façon rapide et importante. Voilà, si nous voulons que le climat, disons, soit... Alors, on dépassera, alors on a déjà dépassé les 1,5 degrés qui sont l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, alors sur une année, pas sur une période longue, mais disons qu'on est dans ce contexte et on dépassera les 2 degrés certainement d'ici 2040-2050. Si on veut revenir autour de 2 degrés, il faut évidemment limiter le réchauffement climatique, diminuer nos émissions de façon très rapide, atteindre neutralité carbone, d'ailleurs si possible en 2050. On voit bien que c'est un changement complet. Ça interroge complètement le mode de fonctionnement de nos sociétés. Pas simplement quand on parle de climat, c'est le fonctionnement de nos sociétés qui est interrogé. Voilà, c'est très ambitieux. Donc ça, c'est l'atténuation. Il y a ensuite l'adaptation, on en parle beaucoup, en France on a un plan d'adaptation parce que le réchauffement est inéluctable. Ce qu'il faut faire, c'est que voilà, il faut à la fois s'adapter sur les prochaines décennies, le réchauffement est inéluctable, et ce n'est pas si simple, et préserver la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui. Et pour cela, il faut vraiment limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. C'est ça le message de l'accord de Paris, malheureusement, qui est remis en cause, et on risque de voir, on commence déjà à voir une troisième voie, malheureusement, qui est extrêmement suicidaire, qu'on ne peut pas accepter simplement d'un point de vue éthique, c'est celle d'aller manipuler le climat. Et c'est ce que, voilà, c'est ce qui risque de se dessiner avec, je reviens à Don't Look Up, c'est exactement cela, c'est-à-dire ce qui risque de se dessiner avec, disons, cette haute technologie qui prend comme terrain de jeu, effectivement, disons, le technosolutionnisme, par exemple, disons, ce dont on parle, je vais terminer là-dessus, disons, l'injection de particules dans la haute, disons, jouer les volcanologues, injecter des particules soufrées dans la haute, disons, une dizaine de kilomètres et espérer que ça va, disons, ralentir le réchauffement climatique. C'est tout à fait possible que ça marche. C'est ce qui se passe quand il y a un grand volcan, mais bien sûr, le problème, c'est que, disons, ceux qui prônent cette voie, eh bien, c'est aussi avec l'espoir de continuer à utiliser disons, à utiliser les combustibles fossiles. Le drill, baby drill est bien présent actuellement. Et voilà, donc si on augmente, disons d'abord il y a des effets secondaires, et même s'ils sont maîtrisables, eh bien le fait qu'on accepterait que les combustibles, disons l'effet de serre continue à augmenter, eh bien c'est pour une raison quelconque dans une dizaine, une vingtaine d'années, eh bien on devait arrêter disons, cette manipulation du climat, même si tout marchait bien. Eh bien ce serait évidemment, on parle de choc terminal, c'est-à-dire que disons, le demi-degré ou le degré qu'on aurait évité, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui le prendraient en quelques années. Et ça serait encore plus terrible, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est terrible. Donc voilà, voilà. Mais j'aimerais aussi qu'on parle des solutions après, parce que je pense qu'il faut aussi regarder de façon pas trop pessimiste. Mais voilà, voilà, moi, toute ma carrière de chercheur a été au-delà autour de ces allers-retours. Tu as magnifiquement parlé du tremblement. Voilà, et peut-être aussi cette nécessité de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Avant de passer la parole à Patrick, j'aimerais quand même te poser une question qui est une question qui moi m'intrigue vraiment. C'est qu'est-ce qui fait plutôt as-tu le sentiment que les gens, la population dans l'ensemble,
n'entend pas, ou bien elle entend, sauf qu'elle ne sait pas agir. Est-ce que c'est-à-dire en gros, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Est-ce que tout simplement ça a un effet réel sur notre confort et notre mode de vie, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus psychique que ça, qui fait que c'est difficile d'entendre ça? Oui, alors indéniablement, il y a beaucoup de gens, et ça a été très longtemps comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient simplement pas l'idée qu'on puisse, à travers nos propres activités, modifier notre environnement global. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé cela de façon très claire. Voilà. Mais au-delà de ça, évidemment, la réalité du réchauffement climatique est là maintenant, je pense, et beaucoup de gens comprennent que le climat change. Alors certains n'acceptent pas l'idée qui est quand même la réalité que ces modifications sont liées à nos activités. Mais beaucoup de climato-scepticisme repose sur, disons, intuitivement, le scepticisme d'abord est quelque chose de tout à fait louable. Il faut le scepticisme, ce n'est pas le problème, mais à un moment, disons, voilà, il faut aussi accepter de regarder les arguments, voilà, ce qui est sur la table en termes. Donc, je ne remets pas en cause le scepticisme lui-même. Le climato-scepticisme, disons, n'a absolument pas d'argument scientifique à mettre en place. Et donc, c'est plus et c'est vrai, donc c'est plus une technique d'évitement. C'est-à-dire qu'il me semble que beaucoup de climato-sceptiques actuellement ne veulent simplement pas en entendre parler. C'est le cas ils évitent parce qu'ils savent intuitivement que s'ils acceptent la réalité, ne serait-ce que d'y penser, c'est en gros, interroger le mode de leur propre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement de la société. Je crois que c'est plus profond que cela, et c'est ça qui est terrible. Des gens, je suis sûr que beaucoup de climato-sceptiques n'ont jamais regardé les arguments des climato-sceptiques des uns et des autres, n'ont jamais pris le temps de regarder le problème en quoi il consiste. Mais voilà, c'est clairement, on ne veut pas en entendre parler, et c'est plutôt ça maintenant. Mon regret, c'est effectivement que sur les réseaux sociaux, eh bien, disons, le climato-scepticisme regagne un peu de terrain, et bon, voilà, je suis content d'en parler parce que malheureusement, je dirais presque à mon regret, nous avons vraiment beaucoup d'arguments scientifiques pour dire que la situation n'est pas très bonne. Mais ce n'est pas construit du tout autour d'arguments scientifiques actuellement. Il n'y en a plus. C'est vraiment voilà, c'est évitement. On ne veut pas en entendre parler, me semble-t-il. Merci. On va revenir évidemment après la parole de Patrick. Je te laisse la parole, Patrick, suivant la manière avec laquelle tu as envie d'entrer dans le débat. La manière avec laquelle j'ai envie de rentrer dans le débat, c'est d'abord de te remercier de nous y convier et de dire combien ta parole ici se rend serviable à nos hantises. Et nous aide d'une certaine manière, pas seulement poétiquement, mais politiquement, et j'allais même dire méthodologiquement, parce qu'il faudra, Jean, que l'on parle aussi de science. C'est l'endroit ici pour en parler, et c'est le moment, assurément, pour en défendre l'unité des sciences du temps, au fond. Au Collège de France, d'une certaine manière, il y a bien des manières, en somme, de classer les disciplines. La plus paresseuse, c'est de dire qu'il y a des sciences humaines et sociales, des humanités et des sciences dures. Et au fond, on pourrait dire aussi qu'il y a nos matières, Jean, le climat, l'histoire, sont des choses qui arrivent une fois et une fois pour toutes et qui ne se reproduiront pas et qui nous amènent à un principe de responsabilité. Ce sont des sciences dans le temps. Et puis il y a des sciences expérimentales où on peut reproduire l'expérience jusqu'à ce que ça marche. Puis il y a des sciences fondamentales. Mais nous sommes dans le temps. Et nous en sommes aussi désormais solidaires. C'est important ce que tu as dit. Pendant très longtemps, on nous a dit, et d'une certaine manière, la discipline qui est mienne, l'histoire, s'était fondée sur ce grand partage, que le temps de l'homme et le temps de la Terre étaient incommensurables. Qu'on pouvait effectivement... c'était même une commodité de langage, disait Voltaire, que de parler d'histoire naturelle, puisque la nature n'a pas la même histoire que nous, ou en tout cas, n'en a pas le même rythme.
Et donc, étant les tard venus dans l'histoire de l'évolution, voilà, effectivement, si vous prenez la biologie, ici, il y a une biologie évolutionniste, donc ça c'est de notre côté, côté des sciences du temps, ça arrive une fois pour toutes et on ne reviendra pas en arrière. Et puis il y a de la biologie qui est expérimentale, qui elle peut effectivement peut répliquer l'événement. Or, les événements que nous vivons ne sont pas réplicables. Voilà. On peut les forcer, mais on ne peut pas les répliquer. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a quelque chose de bouleversant aujourd'hui dont on ne prend absolument pas la mesure, qui est qu'effectivement, avec la construction d'une certitude scientifique, comme les certitudes scientifiques se construisent, c'est-à-dire par le consensus savant, ce qui fait que, d'une certaine manière, ce qui est le plus désastreux aujourd'hui, c'est de renoncer à la conversation scientifique, la construction donc d'une hypothèse scientifique recevable, qui est celle de la nature anthropique du changement climatique. Alors, les deux chronologies, celle de la Terre et celle des sociétés humaines, deviennent commensurables, d'une certaine manière, sont à la même échelle. Et puis le paradoxe, mais ça on aura à en reparler, Jean, c'est que ça veut dire, donc ça veut dire qu'on peut agir, et en fait, on n'agit pas. Bon. Cette question-là, au fond, c'est celle qui nous rassemble. Et elle nous rassemble effectivement dans une commune conversation de ce que peut la science, et je dis que tu l'éclairais parce que la poésie nous donne des leçons d'exactitude. Alors je voudrais juste, avant de parler de peut-être cette notion d'événement, dire en quoi me concerne particulièrement ici et aujourd'hui cette éthique du tremblement dont tu as parlé. D'abord parce que c'est une éthique et que on doit à chaque moment, c'est d'ailleurs au fond aussi dans ton théâtre, se demander ce qu'on pourrait faire autrement que la manière dont on le fait et comment on aurait pu être quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il fait. Moi, quand je parle toujours, comme dans mon théâtre, à l'enfant en moi qui ne voulait pas particulièrement être historien. C'est à lui que j'ai pensé lorsque, pendant le Covid, on m'a demandé d'écrire une lettre à un jeune historien comme Rilke. Et j'ai écrit, non pas à un jeune historien, mais aux jeunes qui, en moi, ne voulaient pas être historiens. Alors j'ai retrouvé un texte de Lucien Febvre en 1919 dans un... 1919, c'était une après-guerre. Là, on est dans une avant-guerre, peut-être. Mais c'était déjà un monde en ruine. Et dans ce fameux texte qui s'appelait L'histoire dans un monde en ruine, il avait éthique. C'est ça la question éthique. Il posait la question, ai-je le droit? Ai-je le droit de continuer ma besogne d'historien? Ai-je le droit, pardon, je le cite de mémoire, de fouiller des cendres, certaines refroidies, d'autres chaudes encore, mais cendres tout de même, quand d'autres tâches nous attendent? Il ne renonce pas, mais il se pose sérieusement la question de savoir s'il ne pourrait pas faire autre chose que ce qu'il fait. Et il n'accepte pas de confier à une routine le fait de continuer à faire ce qu'il fait. Alors le climatologue aujourd'hui peut être désespéré ou découragé, mais l'historien des sociétés anciennes que je suis peut être démissionnaire. Il est 10h59, normalement je devrais commencer à faire court ici, peut-être te l'ai-je déjà dit, tu m'as piqué mon créneau. Je pense que je le dis toutes les semaines. Mais franchement, en ce moment, j'ai du mal à parler de Moyen-Âge. Rassurez-vous, je serai là dans 3 heures, mais franchement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et qui serais-je si je ne me posais pas la question? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais ça veut dire que, d'une certaine manière, on ne doit pas tout faire pour sauver le monde
consommer le monde, comme tu l'as bien dit. Éthique. Tremblement, je voudrais juste dire quelque chose. On va parler de ça. J'avais écrit un livre qui s'appelait Le temps qui reste, précisément sur ce rapport-là à l'imminence et cet étrange devenir actuel qui consiste, ce que j'avais cru pouvoir appeler la crise de l'imminence, à être paralysé par le fait que pendant si longtemps, ça a été mon cas, on disait « Ah oui, mais il faut faire ça pour les générations futures, pour nos filles et nos fils ». Aujourd'hui, on comprend que c'est pour nous, et c'est au moment où c'est pour nous qu'on ne le fait pas. C'est quand même troublant. Donc, Le temps qui reste, c'est un livre dont j'avais emprunté le titre à Giorgio Agamben, qui parle du prophétisme et qui parle effectivement des prophètes de malheur, qui parle de l'Apocalypse, qui parle de Paul, de Tarse, qui parle de plein de choses dont tu parles, au fond, depuis 3 semaines. Et j'y pensais en t'entendant tout à l'heure parce que Giorgio Agamben a aussi écrit un très beau texte sur Pulcinella, Polichinelle. Le Pulcinella que Tiepolo a peint à fresque à Venise et qu'il a accompagné au fond d'une sorte d'injonction théâtrale. Tiepolo parlait à son personnage et son personnage lui répondait. Alors Pulcinella, vous savez, c'est un fantôme, c'est une larve, il est increvable. Il est increvable, c'est un héros increvable. Il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite. Et alors, Pulcinella demande à son peintre « Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier ?» Voilà une question que je pourrais effectivement poser à mon public. Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier? Et le peintre de répondre « Les deux ». Alors on rentre effectivement dans le tremblement. Alors il raconte comment Pulcinella, on l'a jugé, comment on l'a pendu, comment il est toujours là, comment il revient. Alors le peintre tremble, et Pulcinella lui dit « Ne tremble pas. »« Monsieur, je ne tremble pas, répond-il, je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. Mi spasso a facere nominietto con la paura. » Trembler pour se faire un menuet de la peur, voilà. C'est peut-être l'endroit où on est. Mais pardon, j'ai dit qu'il fallait parler de science. J'ai dit que tu nous aidais méthodologiquement. Ce n'est pas simplement une manière de dire. Je dirais que cette éthique du tremblement, éthique parce qu'effectivement on peut continuer à faire les choses, mais il faut sérieusement se mettre en demeure de ne plus les faire quand d'autres urgences, après tout c'est ça un héros. Hein. Jean Moulin, Marc Bloch, il adorait l'histoire médiévale. Hein. Il aurait bien aimé continuer. Mais à mon âge, il était mort. Hein, en héros, fusillé. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, on peut parler de résistance. Mais résister, ça ne veut pas dire continuer à faire ce qu'on aime. Hein. C'est même l'inverse. Donc, il faudra peut-être à un moment se poser des questions déchirantes. Voilà. Donc, oui, se poser la question, faire ce qu'on a à faire, tenir ses positions, tenir bon, tenir tête, mais se mettre aussi en position de ne plus les faire parce que d'autres urgences nous attendent. C'est ça l'éthique du tremblement, mais si on décide malgré tout ce qu'on doit faire, parce que l'histoire est solidaire effectivement de nos hantises contemporaines, si on décide malgré tout de continuer à réfléchir au temps, alors il faut le faire effectivement dans un tremblement qui est aussi méthodologique. Je m'arrêterai là parce qu'on va parler d'autre chose, on va parler de la question de l'événementialité, puisque tu me
poser la question aussi sur, par exemple, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'événement du vendredi 28 février 2025. Bon. Mais c'est très utile ce que tu as dit sur l'éthique du tremblement, sur le fait que écrire, c'est effectivement osciller sur le pivot du temps, aller avant, après, avant. C'est pas seulement une manière de faire ou de dire, c'est une méthodologie, par exemple. Moi, j'ai du mal actuellement, je tremble en écrivant un livre que je n'arrive pas à écrire, que vous avez entendu dire. C'était sur la peste noire. Voilà, j'ai fait 2 ans de cours ici. Et j'ai du mal à l'écrire parce que c'est difficile, parce que pour parler de la peste noire, il faut que je tremble entre ce que je sais et ce qu'ils ne savaient pas. Il faut les malades mouraient d'une maladie dont nous savons qu'elle est causée par Yersinia pestis. Mais Yersinia pestis, c'est un agent pathogène qui est inventé, découvert par Alexandre Yersin à la fin du 19e siècle, en 1896. Donc par conséquent, ce n'est que pour nous que c'est la peste. Pour eux, c'est la pestis, le nom ancien d'une maladie tellement horrible qu'on ne peut pas la nommer. Et donc, par conséquent, pour écrire une histoire de la peste, il faut que je sois ancien et moderne. Il faut à la fois que je sois scientifique, que je lise de la médecine, de la biologie, de la génétique, des sciences de l'environnement, et il faut que je me mette aussi, comme tu le suggérais, dans la position de celui qui voit tomber un mal qui n'a pas de nom, un mal qui répand la terreur, un mal qu'on va appeler peste, parce que peste est le nom le plus horrible pour dire ce qu'on ne peut pas dire. Bon. Donc, écrire de l'histoire, c'est effectivement trembler entre savoir et ne pas savoir, entre le passé et l'avenir. Très concrètement. Et puis c'est aussi trembler puisque on se pose des questions de savoir aujourd'hui si on veut, pour vivre l'événement, est-ce qu'on doit ramener à nous des mots du passé, fascisme ou peste brune, peste pendant le Covid. Je t'entendais parler du cinéma américain, de divertissement. Il y a 2 manières de détruire le monde, soit le bombardement, soit l'épidémie. Dans un premier temps, l'enveloppe monumentale des villes est détruite, dans un deuxième temps, il est intact, mais c'est les hommes et les femmes et les enfants qui, à l'intérieur, sont morts et personne ne sait qu'est-ce qui est le plus horrible, finalement. Et donc, à partir de ces 2 figures de la destruction, que sont l'épidémie et l'apocalypse, eh bien, le cinéma américain a tout tenté, a effectivement parcouru toute la gamme. On peut se poser la question de savoir, mais enfin, quand même, ça fait 5 ans maintenant le Covid, pourquoi, je sais pas, 5 ans après la peste, il y avait une œuvre, le Décaméron de Boccace, dont on parle encore. Quelles sont les œuvres pour l'instant, on ne les a pas, les œuvres du Covid. Pourquoi ? Parce que cette histoire avait déjà été racontée. Parce que tout la prophétise dans le cinéma catastrophe américain. Parce qu'on peut regarder Lars von Trier, Cronenberg, parce que Epidemics, parce que Contagion, parce que voilà, on ne va pas faire un remake d'un film visionnaire. Mais ces films étaient visionnaires parce que c'est quand même de l'art. C'est de l'art de divertissement, mais c'est de l'art. Et l'art voit venir le temps. Tout en moi, historien de métier, se révolte contre cette idée, puisque être historien, c'est penser qu'on est, comme le disait Marc Bloch justement, fils de son temps aussi sûrement qu'on est fils de son père, et qu'on ne peut pas être en avance de son temps. Il n'y a pas de précurseur, il n'y a pas de visionnaire, il n'y a pas de prophète, on ne connaît pas le futur, et dès qu'on demande à un historien de s'avancer au-delà, effectivement, du présent, il dira « mais moi je ne suis pas futurologue ». C'est comme une sorte d'obligation professionnelle. Voilà.
Nous ne croyons pas aux prophètes. Nous ne pensons pas qu'on puisse être intempestif, ailleurs que dans notre temps, qu'on puisse être en avant. Il n'y a pas d'avant-coureur. Et pourtant, l'art voit venir le temps. Et la seule manière de voir venir le temps, c'est d'adopter une position indissociablement poétique et politique. Tu ne m'as pas posé de question, donc je ne te réponds pas. Merci, là, merci. Est-ce que nous qui disons que nous sommes dans une crise, nous sommes dans le dérèglement climatique, etc., pour reprendre un peu ce que Patrick a dit, est-ce que tu as l'impression que viendra un temps où on dira de nous, oui, eux, ils disaient ça parce qu'ils étaient dedans, mais en fait, pour nous, aujourd'hui, ce n'est plus la crise climatique. En fait, c'est une question pour que tu puisses éventuellement reprendre les termes de Patrick, mais il y avait cette idée-là sur, au fond, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes aujourd'hui, et est-ce que ces termes changeront nécessairement parce que la situation va changer? Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec Patrick. Bon, les historiens... Bon, j'avais du mal avec Emmanuel Leroy-Ladurie à lui faire parler du climat du futur, ça je reconnais. Mais quand même, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis 50 ans, au moins. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais ce n'est pas les historiens qui l'ont dit. Non, mais justement, ça montre que... Bon, disons, il y avait une véritable vision, c'est-à-dire que tu regardes le rythme de réchauffement, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, elle est 2 fois plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais ça, c'était prévu. La multiplication des événements extrêmes, eh bien, tout cela, c'est ce que nous envisageons depuis une 50aine d'années à travers, disons, je dirais, depuis le rapport Charnay, puis Suki Manabe, qui a eu le prix Nobel de physique en 2021 pour ses travaux des années 60, mais c'était... Voilà. Donc, c'est ça l'idée, quand même, que... si ça nous autorise, je pense que ça nous invite, c'est ce que je dis souvent, ça nous invite à accorder de la crédibilité à ce qu'envisage cette même communauté, notre communauté scientifique, pour les prochaines décennies au-delà. C'est quand même ce que j'en retire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas regarder vers l'avenir. Je pense qu'on a une légitimité, non pas pour prédire l'avenir, il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour en prédire les contours. C'est quand même très clair. Et je défends cette légitimité. C'est ça que je veux dire qui est important. Voilà. Et voilà, cette légitimité qui nous fait dire effectivement que bien, on est vraiment... on est mal, enfin, on est mal parti. Alors, j'aime bien dire qu'on n'a pas rien fait. Disons, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, je parle du climat depuis longtemps, on envisageait sérieusement ce qu'on appelait des scénarios business as usual, c'est-à-dire, bon, si on ne fait rien, on va avoir des réchauffements de 5 degrés en moyenne planétaire. On n'a pas rien fait, puisque maintenant, on évoque des réchauffements de 3 degrés. Plutôt qu'on irait vers 3 degrés en moyenne planétaire, au moins 4, peut-être plus en France, avec des conséquences très importantes, mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Malheureusement, ces 3 degrés qu'on évoque, c'est, disons, dans le contexte de l'accord de Paris quand même. Donc là, on est en train peut-être de s'en éloigner. Donc c'est ça, on est revenu... oui, on est revenu peut-être pas loin des scénarios qu'on évoquait il y a une trentaine d'années. Voilà, les scénarios les plus émetteurs. Donc il y a vraiment... voilà, il faut vraiment se ressaisir et il y a des façons de le faire, c'est clair. Donc j'aimerais redire que ce n'est pas techniquement impossible. Voilà, cette atténuation reste possible. Cette véritable transformation du mode de fonctionnement de la société, parce qu'elle a des mots-clés qui sont... assez absent du monde d'aujourd'hui, la solidarité internationale. On ne réussira pas à prendre la mesure du réchauffement climatique sans solidarité internationale. Ce problème d'inégalité, parce que le réchauffement climatique accroît les inégalités entre pays pauvres et pays riches, et entre aussi, y compris en France, entre, disons, les couches les plus modestes de la population ont plus de mal à faire face au réchauffement climatique. On peut aussi évoquer le 3e terme, sobriété, c'est-à-dire si nous ne faisons pas collectivement un peu attention disons, à la façon dont nous nous comportons, eh bien,
c'est clair que nous sommes chacun concernés. Donc c'est tout cela. Donc il y a moyen de le faire techniquement, mais on ne s'y engage pas. Et voilà, les décideurs politiques, nous plombent. Disons, pour réussir, il faudrait que tous les pays regardent dans la même direction. Ce serait mon souhait, évidemment, mais malheureusement, nous en sommes très loin quand on voit, par exemple, que les États-Unis étaient... Il n'y avait pas de délégation des États-Unis à la conférence du GIEC qui s'est terminée la semaine dernière disons en Chine, pas à Pékin, je vais dire, mais en Chine, à Hangzhou, et avec ce résultat aussi que notre communauté, nous aurions souhaité que ce rapport du GIEC soit publié dès 2028, parce que c'était une date importante, et visiblement, beaucoup d'autres pays font tout pour que le rapport du GIEC soit décalé dans le temps le plus loin possible, pour que, voilà, la science n'existe plus. Et ça, c'est vraiment très regrettable. Voilà, des collègues qui sont, disons, 10% de la NOAA, sont, disons, des collègues qui sont mis à la porte. Je redis ces mots qu'on ne peut plus prononcer aux États-Unis. C'est assez terrible quand même. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura une journée d'action vendredi. Tu m'as dit qu'elle partait du Collège de France. Donc voilà, j'invite les gens à partir du Collège de France, parce qu'à un moment, la science est, disons, voilà, c'est assez terrible. Et je pense qu'il faut... Voilà. Alors que ça reste possible, mais je le redis, avec le pilier d'adaptation, il est nécessaire de s'adapter également. Il faut regarder on ne peut pas, ce réchauffement, il est inéluctable, et il faut penser à s'y adapter. Il y a aussi des moyens. La géo-ingénierie, il y a de la géo-ingénierie qui peut être intéressante. Je ne suis pas du tout contre l'innovation, la recherche, au contraire. Mais voilà, c'est surtout pas un message. Je ne suis pas pour une société statique. La société doit évoluer, on ne peut pas. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait tout faire pour éviter. Je parle de géo-ingénierie solaire. Par exemple, piéger et capter le CO2 dans l'atmosphère. Et disons, c'est pas trop vertueux, mais c'est moins problématique. Voilà, il y a des solutions, mais ces solutions doivent, quand même, elles nous concernent. Voilà, je me suis beaucoup intéressé à ces aspects, par exemple, en participant à la Convention citoyenne pour le climat. Et voilà, quand même, se loger, se nourrir, se déplacer, ce sont les 2/3 des émissions dans un pays comme la France. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est concerné, du politique, du système éducatif. Je me suis aussi beaucoup intéressé. Voilà, donc il faut entraîner la société. Voilà, il faut aussi entraîner les jeunes. Je suis content qu'il y ait quelques jeunes ici, parce qu'ils sont doublement concernés par l'inaction, parce que c'est eux qui auront à faire face à ces problèmes si on ne fait rien, mais aussi par l'action, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc voilà, je me souviendrai des années 2000 où on disait collectivement, il faudrait que les émissions commencent à diminuer d'ici 2020 si on veut rester en deçà de 2 degrés. C'était vrai, malheureusement, elles ont continué à augmenter, et voilà le problème. Donc oui, on a des arguments scientifiques, on ne va pas les énumérer ici, mais on peut discuter de science, voilà. Donc, voilà, c'est tout à fait regrettable que cette science soit, disons, c'est une négation. Et oui, alors, pour reprendre est-ce qu'on doit aller dans le mur pour voir le monde d'après? C'est peut-être ce que certains souhaitent, donc je ne sais pas, mais disons, je ne crois pas du tout à la fin de l'humanité. Pour moi, le réchauffement climatique, c'est diminuer les endroits où il fait bon vivre. Et disons, à mon regret, les couches les plus aisées de la population sauront toujours trouver ces endroits où il fait bon vivre. Donc ces problèmes d'inégalité sociale sont au cœur de ce dont nous discutons aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la question du langage y est pour quelque chose? C'est-à-dire, je regarde par exemple les pays qui sont en voie d'émergence économique et qui, d'une certaine manière, si je me place de leur point de vue, et je ramène ça, mettons, à un plan théâtral de personnages, d'accord? Dans une pièce de théâtre, il y a des personnages, et on va dire qu'il y a eu un personnage qui est, mettons, le frère aîné, peut-être pas le frère aîné, mais enfin un des frères ou une des sœurs, qui a bousillé la maison, mais c'est parce qu'elle a bousillé la maison que cette personne est devenue riche, formidable, éduquée, a pu faire en sorte que ses enfants soient éduqués, ses enfants sont en santé, etc. etc. Et puis, c'est maintenant au tour de l'autre frère ou de l'autre sœur de vouloir faire la même chose, sauf que maintenant, on lui dit, écoute, ça serait peut-être bien que tu ne le fasses pas, parce que c'est dangereux pour la maison.
Et donc l'autre, ben, moi je peux très bien comprendre, je dis, bah, attends, c'est bien fait, c'est super, toi tu en as profité à fond, c'est grâce à tout ça, tu as bousillé la maison, et c'est en bousillant la maison que tu es devenu ce que tu es, et maintenant tu veux pas que je le fasse moi, sous prétexte que ça met en danger la maison. Oui, je vois bien que ça met en danger la maison, mais je suis désolé, moi aussi j'ai envie que mes enfants soient éduqués, etc., etc., etc. Alors évidemment, s'il rentre dans un rapport sur... il faut bien qu'il y ait un langage tout à coup qui devrait apparaître, qui va faire en sorte que on évite l'humiliation, on puisse éviter la confrontation qui deviendrait une confrontation presque frontale. Oui, mais la maison est en train d'être détruite. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu n'as pas le choix. Comment est-ce que par le langage, on peut en tout cas réparer aussi les injustices? Est-ce que le langage a son importance? Parce que ce langage-là, moi, d'un point de vue du citoyen que je suis, donc pas du climatologue, pas de l'anthropologue, pas du politicien, je ne suis aucun de ceux-là. Donc je suis un citoyen qui ne fait que lire les journaux et qui entend les paroles. Il y a un langage qui n'existe pas, qui est celui qui peut mettre en relation le désaccord. Oui, mais ce langage, effectivement, tu évoques bien sûr cette nécessité d'un développement des pays que nous appelons les moins développés, les pays en développement. Elle est tout à fait là, et en gros l'énergie joue un rôle très important dans le développement. Et bon, prenons le cas de l'Afrique, il m'arrive très souvent de discuter avec des collègues africains. L'Afrique pourrait tout à fait se développer. Elle a une autonomie sur pétrole, gaz, charbon. Elle peut tout à fait se développer autour des combustibles fossiles pour produire de l'énergie. Simplement, il y a aussi d'autres solutions, comme le solaire ou les énergies renouvelables en particulier, dont l'Afrique est bénie des dieux en termes disons aussi bien de solaire, d'éolien également, de biomasse dans certaines régions. Mais comment fait-on? Donc je pense que c'est là, pour moi, que la solidarité doit jouer. Donc un vrai langage de solidarité. Et ce que j'ai beaucoup regretté, je crois l'avoir souvent dit, c'est que, disons, à Copenhague, Copenhague, c'est l'accord de Copenhague en 2009, les pays développés promettent d'aider les pays en voie de développement, justement, à s'engager dans un développement, je dirais, si possible, sobre en carbone. Ils promettent 100 milliards de dollars à partir de 2020, et on a été, on a été pratiquement incapables de le faire. On voit maintenant donc ça a été un peu rediscuté l'an dernier, mais on voit bien que c'est très difficile. On n'a pas cette solidarité entre les pays, on n'a pas de solidarité entre les générations, et ce manque de solidarité, on sort un livre, je ne veux pas faire de publicité, mais on sort un livre avec Claude Henry et avec Alain Grandjean, deux économistes. Les titres, c'est Les enfants de la planète. Ce manque de solidarité intergénérationnelle ou entre les pays est là. Donc la seule solution, c'est effectivement qu'on aille vraiment... alors, leur développement des pays, c'est le leur, mais disons, on les aide, disons qu'il y ait vraiment des transferts de technologie, des transferts financiers. Il faut aussi réparer, parce que ce sont les premières victimes, mais effectivement, ce mot solidarité que j'avais déjà prononcé est largement absent. Quand on voit, on ne va pas revenir, mais l'USAID qui arrête complètement, donc l'actualité d'aujourd'hui montre qu'elle n'est pas là, alors que c'est ce qu'il faudrait faire, être encore plus solidaire que nous le sommes, parce que les chiffres qu'on met en avant, c'est pas 100 milliards d'euros chaque année, c'est 400 milliards à horizon 2035, mais c'est beaucoup plus si on voulait vraiment réparer et se mettre collectivement sur une trajectoire, je dirais, sobre à l'échelle planétaire, ce qui est effectivement nécessaire, parce que c'est vrai, malheureusement, c'est-à-dire que, disons, si les pays développés, les pays en voie de développement se développent autour des combustibles fossiles, nous allons en mur collectivement, et eux les premiers, parce que ce sont presque les premières victimes du réchauffement climatique. C'est ça qui est terrible à dire, c'est une réalité, disons, quand le frère et la sœur. Oui, c'est une réalité, mais la seule solution, c'est la solidarité, un regard vers les autres qu'on n'a pas. Là, c'est très clair. Patrick? Oui. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean, sur cette question qui est absolument fondamentale de la justice territoriale et de la nécessité de comprendre que le changement climatique est un
phénomène à la fois global et discontinu, et que les deux sont fondamentaux. Il est global parce qu'il concerne tout le monde, mais il ne concerne pas tout le monde de la même manière, avec la même intensité, et il a des conséquences qui sont localement plus ou moins rapides et plus ou moins dramatiques. C'est fondamental, parce que c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça ne crée même pas une communauté des ébranlés, ça ne fait pas du monde un monde uni dans une communauté de désarroi et de danger. Le danger n'est pas le même ici et là. Il pourra être effectivement, et d'une certaine manière, la solution de l'oligarchie mondiale qui est en train effectivement de se mettre en place, avec un cynisme qui pourtant, d'une certaine manière, on pensait être préparé, mais à ce point-là, non, c'est bien sûr qu'on ne pourra pas tous se sauver, donc que ceux qui peuvent, ceux qui en ont les moyens, nous suivent. Bon. Donc là, effectivement, c'est absolument fondamental, et c'était d'une certaine manière prévisible. Je voudrais lever une ambiguïté. Je ne disais pas, je parlais de l'histoire comme discipline historique, bon, voilà, des devenirs humains qui gardent effectivement, je pense, inentamé son imprévisibilité. Maintenant, du point de vue effectivement des scénarios que le GIEC a élaborés, et a élaboré, tu as raison de... Tu m'en veux pas d'avoir rebondi comme ça, quand bien même. sûr, mais qu'il a élaboré en fonction, d'une certaine manière, depuis effectivement l'évolution passée du climat, et en poursuivant les courbes, mais en les poursuivant de manière plus ou moins heurtée, plus ou moins nerveuse, ou plus ou moins amortie, selon le niveau de prise de conscience politique. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, une des phrases les plus ridicules qu'on puisse, sur ce sujet, prononcer, a été prononcée par un récent président de la République française. Qui aurait pu prévoir ? Si, bien sûr, par définition. Qui aurait pu prévoir ? Nous toutes et nous tous. Lisez notre livre, c'est la première phrase de notre livre. Ah d'accord, je ne savais pas. Bon. Sauf que ça pose le problème du langage, Wajdi. Parce que, et ça c'est quelque chose de très intéressant et qui est une question effectivement politique. Enfin, je veux dire, de politique du savoir. Parce qu'on peut défendre la science, ça c'est sûr. Mais tu parlais de Don't Look Up, qui montre, donc ce film qui montre que, au fond, les prophètes de malheur peuvent réussir cet exploit discursif de paniquer tout le monde et de faire bâiller d'ennui. Ils ont raison, on va crever et on s'en fout, et ça ne nous intéresse pas, et on pense à autre chose. Voilà. C'est donc effectivement que les données ne suffisent pas et qu'il faut des récits pour les rendre convaincantes, ces données. De ce point de vue-là, un rapport du GIEC, notre collègue ici, Dario Mantovani, dans le cadre de Action d'avenir commun durable, qui est une initiative de différents professeurs du Collège de France de toutes disciplines, avait organisé un séminaire intéressant sur comment lire un rapport du GIEC. C'est pas si évident. Parce que qu'est-ce qu'on lit ? Un document scientifique qui a aussi des préconisations, qui propose plusieurs scénarios, qui se fait volontiers prophète de malheur, mais il faut comprendre effectivement que là, pour le coup, on est chrétien, on n'est pas grec, on est comme Jonas. On dit Ninive va être détruite pour qu'elle ne le soit pas. Et donc, le lanceur d'alerte veut être démenti par l'avenir. Et il ne faudra pas lui dire « tu as eu tort parce que ça ne s'est pas passé comme ça ». Il dit « ben non, j'ai eu raison de vous dire que ça risquait de se passer ainsi ». Mais c'est très difficile à lire. Et au fond, donc il y a la question, alors on peut toujours continuer à nous culpabiliser, ça c'est Don't Look Up, en disant l'écologie politique est nulle, n'a aucune force de mobilisation émotionnelle, on n'a pas de grand récit, nanana, mais il y a aussi le fait que ce tremblement entre le passé et l'avenir, dire un avenir possible pour pouvoir le prévenir simplement.
faites résonner, faites teinter à votre oreille le double sens de prévision et de prévention qu'il y a dans le verbe prévenir. Prévenir du danger. Tout en craignant que certaines catastrophes, et parfois les plus effrayantes, sont provoquées par ceux-là même qui pensent en éviter une autre. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui nous plonge dans un désarroi commun et qui oblige, au fond, à avoir une politique de la science, bien sûr, avec laquelle on doit être solidaire et aligné. Oui, c'est vrai qu'on est en train de... Alors, ce n'est pas que dans notre domaine. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Dans l'Académie des sciences, nous avons effectivement fait, par rapport aux événements, fait un communiqué mais on parle aussi des problèmes de santé qui sont aussi remis en question. Beaucoup de choses sont remises en question et effectivement, moi, ça m'interroge. Alors, bon, je pense qu'il faut accepter le dialogue autour de la science. Je le redis, le scepticisme n'est pas un problème, mais c'est vraiment un dialogue qui n'existe plus entre... Bon, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé, ce dialogue. Voilà, donc, y compris avec notre président qui a dit ça, parce qu'après, disons, la phrase suivante dans l'ouverture de ce livre, alors c'est oui, mais et pourtant... Donc, ce président me cite dans son livre Révolution en disant des scientifiques comme Jean Jouzel ne peuvent pas se tromper. Donc, c'est assez... Bon, voilà. Et même après, alors qu'il sait très bien ce que nous disons, c'est-à-dire que ces événements extrêmes, eh bien, c'est ce que nous attendons. Et après, il redit quand même, qui aurait pu prévoir. C'est assez... voilà. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce passage. Alors, voilà, on peut discuter... je suis de ceux qui pensent qu'effectivement les scientifiques ne doivent pas rester dans leur tour d'ivoire, qu'on doit s'engager. C'est assez intéressant. La semaine dernière, les jeunes de mon laboratoire m'ont invité à parler de mes engagements tout au long de ma carrière. J'ai fait un séminaire sur mes engagements et c'est vrai, ils peuvent être bien sûr... voilà, donc ils sont scientifiques, ils sont vis-à-vis des médias, ils sont aussi vis-à-vis des décideurs politiques, disons, être à l'écoute. Ils sont aussi vis-à-vis des problèmes d'enseignement, peut-être plus politiques. Je me suis engagé aussi politiquement. Je ne m'engage pas, disons, peut-être un militantisme comme Extinction Rebellion, mais je respecte tous les engagements. C'est ce que j'ai dit. Donc il faut vraiment que notre communauté, c'est ce qui se fait en étant ici, si vous êtes ici à nous écouter, je crois que vous êtes en phase avec cela. Il faut vraiment dire notre engagement, et tu le dis aussi magnifiquement j'ai toujours eu plaisir à aller au Théâtre de la Colline, tu le dis magnifiquement dans tes pièces de théâtre. Et c'est ça que je voudrais que les gens retiennent, c'est-à-dire s'engager, accepter le dialogue, regarder, voilà. Et ça, s'il y a un message que je souhaiterais laisser aujourd'hui, c'est cela vis-à-vis de tout le monde. Et s'engager, ça veut dire aussi agir. Il y a dans notre domaine, alors si je reviens au réchauffement climatique, il y a toujours des possibilités d'action, donc il ne faut pas baisser les bras. On est vraiment au creux de la vague, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, je vous engage à regarder quand même, alors je dirais, à agir dans votre sphère. Voilà, si j'ai un message à vous donner, ce serait celui-là. Et voilà, donc il faut vraiment interagir. Voilà, toute la culture, puisqu'on est ici dans une chaire que tu as, et disons, la culture est une merveilleuse façon d'agir. Moi, j'ai aussi été héros d'une pièce de théâtre, comme ça, Glacier grondant, je trouvais ça assez génial, ou la bande dessinée. Il faut tous les moyens, disons, de faire savoir, de redire la science, sont vraiment assez formidables. Et voilà, je remercie vraiment d'avoir invité à parler de science comme ça, dans ce sens-là, et d'engagement, je crois. Merci, Jean. Pour donner un exemple en fait de la manière avec laquelle cette question du langage elle peut agir, c'est un exemple vraiment qui vient de se passer là dans mon esprit à l'instant, en fait depuis tout à l'heure. Tu as parlé du travail que tu as fait comme scientifique d'aller creuser la glace pour aller donc mesurer combien 30 000 ans tu as dit? Non, on est à 800 000 ans et mes collègues sont maintenant à 1 200 000 ans. Les voilà. nouvelles équipes, et que ça nous permet. Mais c'est rien par rapport à l'histoire
de la Terre, 4 milliards Bien et demi sûr, pour revenir au départ. Mais en tout cas, cette expérience que j'entends, qui est une donnée très sérieuse, enfin, on a des machines, on va dans des endroits très très froids, on creuse, on va chercher le fondement de la glace, on l'étudie, ça nous permet de savoir comment c'était. Et je me dis, en fait, je peux le faire exactement, je peux faire la même chose par rapport à ma propre vie. C'est-à-dire, je peux me dire, ok, je n'ai pas l'âge de cette glace-là, mais j'ai 56 ans. À 56 ans, je peux aller creuser et aller voir, aller sortir une partie de moi et aller voir, il y a 40 ans, il y a 30 ans, comment c'était. Et que, en faisant ce travail-là, comment je vivais il y a 40 ans avec mes parents, quand j'avais 10 ans, et puis comment aujourd'hui nous vivons. Et qu'en faisant ce comparatif-là, on peut à la fois voir ce qui est devenu une question plus cruciale, ce qui est devenu plus difficile, mais ce qui est devenu aussi plus intégré, Et je pense que, par exemple, si on disait ça aux gens, on leur dit, voilà, prenez un temps pour essayer de raconter à vos enfants comment... mettons, la question du dérèglement climatique, est-ce qu'il était présent dans vos vies quand vous aviez 10 ans? Est-ce que vous pouvez raconter ça à vos enfants? Vos enfants, qui ont 10 ans aujourd'hui, cette question, elle est présente. Ok. Donc vous, quand vous aurez des enfants, vous allez dire, à 10 ans, cette question, elle était présente. Et comment est-ce que, donc, par le langage, par le récit, par une transmission qui devient un peu métaphorique, puisque moi je pars de l'expérience que tu as vécue, pour l'amener sur un plan qui est tout à fait cellulaire, une famille, un individu. Et souvent ce que je pense qui est peut-être une question de méthodologie, c'est comment le langage peut arriver à donner envie aussi, peut donner aussi comment le langage peut faire en sorte de ne pas terroriser, même s'il faut terroriser pour réveiller, mais comment est-ce que le langage peut devenir un pont? Bon, c'est peut-être un peu cela que j'ai fait en passant du temps dans ma Bretagne natale. Là, donc moi, je suis né dans une ferme, donc à Janzé en Ille-et-Vilaine, et j'y étais hier et j'y retourne tout à l'heure. Donc voilà, mais on vit aussi à Paris. Voilà, donc j'aime beaucoup cette idée de racine. Sur notre domaine de recherche, à l'échelle de ma génération, on perçoit la réalité du réchauffement climatique. C'est très clair et j'en parle souvent. Je prends les hivers 54, l'hiver 62-63, moi j'avais 15 ans, il a fait pratiquement 0 degré sur toute la France pendant 3 mois. Quand vous regardez, on ne connaît plus du tout ces hivers. Je veux dire, à l'échelle de ma génération, effectivement, on a cette perception d'un changement climatique. Jusqu'ici, il n'y a plus d'hiver très rude, celui-là n'a pas été encore. Voilà, donc on a cette perception et je le rappelle. Alors le problème des jeunes, c'est que, bon, moi j'en suis aux petits-enfants, hein, on en a 7, donc voilà, on discute pas mal quand même. Mais bon, eux, à leur échelle, qui ont entre 10 et 20 ans, ils n'ont pas perçu, ils ont vécu un climat qui est celui des 2 dernières décennies ou de la dernière décennie. Donc, mais effectivement, je crains qu'ils perçoivent ce réchauffement climatique. Enfin, ils écoutent, ils sont très à l'écoute. Je ne sais pas, j'essaye de faire un récit. Alors, par rapport au récit, oui, on en parle, je fais beaucoup de conférences comme beaucoup de nos collègues. Oui, j'essaye d'accrocher d'accrocher mon discours à des choses très concrètes comme celle-là. Hein. Disons, voilà, la période récente. Voilà, j'essaye de le faire, je ne sais pas, mais... Voilà, il y a de l'intérêt de certaines personnes. Les jeunes s'y intéressent également, mais c'est une partie des jeunes. La question que je me pose, et là on n'a pas le récit, c'est comment on entraîne toute une génération à prendre conscience de la réalité de ce réchauffement et finalement de la nécessité d'une certaine action. Donc c'est ça où j'ai du mal. Voilà, parce que ces jeunes, je le redis, ils sont vraiment concernés aussi par l'inaction. Donc je ne sais pas si j'ai les bons mots, mais en tout cas, j'aime beaucoup interagir
Voilà, la semaine dernière, j'étais, enfin non, même pas là-dessus, j'étais à Tréguin dans un lycée, donc voilà, j'aime bien, avec des jeunes, j'aime bien aller chez... Voilà, ils posent les questions, mais je ne suis pas sûr qu'on réussisse à les entraîner. La grande question que je me pose, c'est comment on entraîne toute cette génération vers, disons, effectivement, une prise de conscience de la réalité de ce réchauffement. Et ça, je ne sais pas si on a la réponse, mais c'est un récit qu'on n'a pas su, disons, mettre en œuvre pour le moment. Dire qu'il y a quand même un moment où ce qu'on appelle... enfin, regardez comment, il y a 2 ans, pour une certaine classe bourgeoise désinvolte, ils se sont brutalement rendus compte de l'existence du changement climatique parce que l'endroit des Cévennes où ils allaient tous les étés et où ils retrouvaient la saveur de leur enfance, ben, les oiseaux ne chantaient plus ou la rivière était à sec. Et là, d'un coup, ça devient concret. Bon. Et donc, effectivement, pour te répondre, c'est la concrétude, en fait, de ces grands mots. Tu parlais la semaine dernière de cet apocalypse qui, dans la Grèce moderne, ne dit rien d'autre que les révélations de la presse au scandale. Dans la même Grèce moderne, une métaphore est un arrêt de bus. Donc la métaphore, c'est ça, c'est rien d'autre que le transport. Et le transport du simple au compliqué, de l'abstrait au concret. Donc notre puissance métaphorique, au fond, elle est mise à l'épreuve par le danger du monde. Ce qui... Oui, pardon. Non, vas-y. J'allais dire que ce que tu dis sur la concrétude, c'est ce que les Grecs pensaient, c'est-à-dire il n'y a que la concrétude qui fonctionne, c'est-à-dire repentez-vous. Le repentez-vous chrétien, il est complexe, il ne rentre pas. Donc il n'y a que la concrétude. Ce n'est que quand tu verras que la rivière a séché que tu vas réaliser que « Ah mon Dieu, mes vacances ne seront plus ce qu'elles sont » et là tu as compris. Mais on a beau te l'avoir dit, on a beau te l'avoir raconté sur tous les tons, sur tous les sens, etc. Tant que la rivière était pleine, ça allait. Exactement. Donc, est-ce que si on extrapole, ça veut dire est-ce que c'est vraiment la démesure grecque qui fonctionne, qui est encore en fonction? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la démesure grecque, il y a cette idée que les leçons d'exactitude nous sont délivrées par les choses mêmes dont on doit prendre le parti obstiné, le parti des choses. Et donc ça, effectivement, ça nous est commun. Après, c'est pas transparent. Tout le monde est fasciné par cette histoire de carottage des calottes glaciaires, parce que c'est innocent et immaculé, et parce qu'on plonge dans le passé qui est sagement étagé. C'est-à-dire que plus on est au fond, plus c'est vieux. Et on aimerait tellement que ça soit ainsi. Mais moi, je suis devenu historien à 20 ans en faisant des gestes très concrets, en étant péniblement piéton, comme on dit, c'est-à-dire manieur de truelle sur un chantier archéologique à Rome, quand j'ai compris que le plus vieux n'était pas forcément au fond, parce que parfois le fond remontait. Nous aussi. C'est ce qu'on appelle une sédimentation tourmentée. Et toutes les sédimentations le sont quand on est sur un sol et pas sur la banquise. Il n'y a que sur la banquise que c'est effectivement immaculé et vertical. L'esprit humain, comme le sol de la Terre, est tourmenté. Et tout le monde le sait. Et tout le monde sait que dans notre vie psychique, des choses anciennes ont une présence plus vive ou plus intense ou plus douloureuse que des choses qui sont moins profondément enfouies. Et ça, c'est absolument... Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on doit défendre la science. C'est parce que la science ne nous révèle... Enfin, elle produit des découvertes extraordinaires. Mais, par exemple, quand Edith Heard, ici au Collège de France, parle d'épigénétique, elle nous explique comment, d'une certaine manière, nos corps sont les archives des maladies de nos parents et que nous... de quoi on tombe malade, sinon des maladies que nos parents ont eues et ne nous ont pas dit. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, on le savait déjà. On ne le formalisait pas ainsi. Mais la littérature, le théâtre, l'art l'avait vu venir. L'avait vu venir, cette science nouvelle du temps
dans laquelle nous sommes. Voilà. C'est pour ça que c'est important, je pense, mais c'est marrant quand même, parce que franchement, tu t'intéresses beaucoup à la science, Wajdi. C'est quand même un trait de génération. Je veux dire, il y a 30 ans, un artiste qui plus est progressiste, ferait profession de mépriser les sciences de l'ingénieur, de la prédictibilité. Donc on est amené aujourd'hui, effectivement, à être copains, Jean. C'est pas possible autrement, parce que les autres sont trop méchants, Oui. et trop résolus, et trop déterminés. Oui. Alors que c'était pas dit. Je veux dire, nous sommes... alors, tu parles d'Emmanuel Ladurie, ok, mais on est dans des... il était quand même exceptionnel à bien des égards. Nos disciplines se sont quand même construites les unes contre les autres. L'exactitude contre la vérité. Le réel contre l'imaginaire. Et aujourd'hui, on est embarqué, comme le disait Pascal, embarqué dans la même... Oui, quelquefois, on a eu certaines disciplines, on a du mal à les entraîner, y compris Emmanuel. Je me souviens très bien, au départ, il était, disons, je suis un de ceux, je crois, à l'avoir convaincu du lien entre réchauffement climatique et activité humaine. Mais au départ, il n'était pas très convaincu en tant qu'historien, justement. Il pensait que l'histoire, c'était la répétition des choses... Et c'est tout le problème du monde dont je suis issu, le monde agricole, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore pas mal de climato-scepticisme, parce qu'ils disent à juste titre, le climat, on sait ce que c'est ce qu'on vit tous les jours. Et justement, ne venez pas nous parler de climat, c'est notre vie en tant que, disons, un agriculteur. Disons, c'est tellement lié, c'est un des métiers qui est le plus, disons, tributaire des variations climatiques. Donc, il ne suffit pas de... Voilà, donc, il suffit pas de regarder, comme Emmanuel, les variations climatiques passées, mais il faut effectivement... interagir, ce que nous avons fait avec les autres disciplines, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc il faut effectivement entraîner l'ensemble des disciplines. On a toujours quelques difficultés, effectivement, mais bon, je crois quand même que, voilà, disons, si on prend le temps d'échanger, de dialoguer, eh bien, je crois que la réalité de ce que nous disons s'impose, malheureusement, je dirais, des risques que nous courons collectivement. Mais ça veut dire aussi que l'action, elle doit être collective, c'est entraîner l'ensemble de la société. Donc c'est ça qui m'intéresse, qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est pas simplement le monde scientifique, c'est comment on entraîne l'ensemble de la société, comment effectivement on a des récits, comment le théâtre, l'histoire, disons, contribue finalement à la prise de conscience de cette fragilité de nos civilisations. C'est quand même ça. Je redis souvent que si on ne prend pas la mesure du réchauffement climatique, disons, ça sera très difficile d'avoir un développement harmonieux de nos civilisations. C'est bien ça qui est en cause. Donc, je crois que c'est important qu'on le vive ensemble et je crois qu'on regarde un peu dans la même direction. On a le temps pour 2 questions. Déjà 2.